Eldès se sont moqués de la directrice, sans savoir qui était vraiment cette femme. Le soleil d'automne filtrait à travers les hautes fenêtres du lycée Voltaire, situé dans le 15e arrondissement de Paris. C'était un établissement réputé, fréquenté par des élèves issus de familles aisées où l'excellence académique était considérée comme une évidence plutôt qu'un objectif. Dans les couloirs aux murs ornés de portraits d'anciens élèves illustres, une atmosphère de privilège et de confiance en soi régnait parmi les étudiants. Mais ce matin de septembre, quelque chose d'inhabituel allait bouleverser cette routine bien établie. Élisabeth Moreau venait d'être nommée directrice du lycée Voltaire. À 52 ans, elle était une femme de taille moyenne, aux cheveux gris qu'elle portait en chignon strict et aux yeux bleus perçants derrière ses lunettes à monture fine. Son apparence était volontairement sobre. Un tailleur gris anthracite, des chaussures plates noires, aucun bijou excepté une simple montre. Elle marchait dans les couloirs, avec une démarche assurée mais discrète, observant tout avec attention sans jamais perdre son calme apparent. Ce premier jour, Élisabeth arriva tôt, bien avant le personnel administratif et les enseignants. Elle voulait s'imprégner de l'atmosphère de l'établissement, comprendre son fonctionnement, observer les dynamiques avant de se présenter officiellement. Elle se promenait dans les couloirs déserts, notant mentalement les détails, les casiers abîmés qui n'avaient pas été réparés, les affiches périmées sur les murs, la salle des professeurs qui sentait le renfermer. Tout cela lui donnait une image d'un établissement qui, malgré sa réputation, souffrait d'un certain... Lorsque les élèves commencèrent à arriver, Élisabeth se posta stratégiquement près de l'entrée principale, habillée de manière encore plus neutre que d'habitude, sans insigne ni badge qui pourrait révéler son identité. Elle voulait observer les comportements naturels, voir comment les élèves et le personnel se comportaient quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. Un groupe de 5 lycéens entra bruyamment, riant et se bousculant. Ils étaient en classe de première, tous issus de familles fortunées, comme en témoignaient leurs vêtements de marque et leur assurance démesurée. Le meneur du groupe s'appelait Alexandre Beaumont, fils d'un célèbre avocat parisien. Grand, athlétique, avec des cheveux blonds soigneusement coiffés, il avait l'habitude d'être le centre d'attention. À ses côtés marchaient Thomas, Mathieu, Camille et Chloé, tous partageant cette même arrogance héritée de leur milieu social. En passant devant Élisabeth, Alexandre la bouscula légèrement sans même s'excuser. Elle ne dit rien, se contentant d'observer. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle se trouvait près des casiers, elle entendit le même groupe parler fort, sans se soucier de qui pourrait les entendre. « Tu as vu la nouvelle femme de ménage ?» dit Alexandre avec mépris. « Encore une vieille qui traîne dans les couloirs. Ce lycée devient vraiment n'importe quoi. » Chloé ricana. Avec ses lunettes et son air sévère, on dirait ma grand-mère. J'espère qu'elle ne va pas nous embêter. De toute façon, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Ajouta Thomas. Ces gens-là sont payés pour nettoyer et se taire. Mon père dit toujours que le personnel de service doit rester invisible. Élisabeth continua à marcher comme si elle n'avait rien entendu, mais ses yeux brillaient d'une lueur particulière. Elle notait mentalement les noms et les visages. Ces jeunes gens allaient avoir une leçon importante à apprendre. La matinée continua ainsi. Élisabeth assista discrètement à plusieurs cours, se tenant au fond des classes comme une observatrice silencieuse. Personne ne lui demanda qui elle était, ni ce qu'elle faisait là. Les enseignants, habitués à voir du personnel administratif aller et venir, ne prêtèrent pas attention à elle. Mais Élisabeth, elle, observait tout. Les méthodes d'enseignement, le niveau d'engagement des élèves, le respect mutuel ou son absence. À l'heure du déjeuner, elle se rendit à la cantine. Le réfectoire était un grand espace lumineux où régnait une cacophonie de voix et de rires. Élisabeth prit un plateau et se mit dans la file, juste derrière le groupe d'Alexandre. Les jeunes continuaient leur conversation sans retenue. « J'ai entendu dire que la nouvelle directrice arrive la semaine prochaine », dit Mathieu en prenant une part de lasagne. « Encore une vieille coincée qui va nous faire chier avec les règlements », répondit Alexandre. « De toute façon, mon père connaît le recteur. Si elle me cherche, elle aura des problèmes. »
C'est ça le truc avec ces postes de direction, ajouta Camille. Ce sont toujours des frustrés qui n'ont rien réussi dans leur vie et qui se vengent sur les élèves. Elisabeth prit son plateau et s'assit à une table isolée, mangeant lentement tout en continuant d'observer. Elle remarqua que ses 5 élèves dominaient la cantine, occupant la meilleure table près des fenêtres, et que les autres élèves semblaient soit les admirer, soit les craindre. C'était une dynamique classique de domination sociale qu'elle avait observée dans de nombreux établissements au cours de sa carrière. Après le déjeuner, alors qu'elle se promenait dans la cour, Elisabeth fut témoin d'une scène qui confirma ses premières impressions. Alexandre et son groupe entouraient un élève plus jeune, visiblement intimidé. Le garçon, un lycéen de seconde avec des lunettes et un appareil dentaire, tenait son sac contre sa poitrine comme un bouclier. « Alors, le binoclard, tu as fait mes devoirs de maths ?» demanda Alexandre d'un ton menaçant. « Je n'ai pas eu le temps, » bégaya le jeune garçon. « J'avais mes propres devoirs et... »« Tu n'as pas eu le temps ?» interrompit Alexandre, se rapprochant de manière intimidante. « Tu sais ce qui arrive aux gens qui ne me rendent pas service ?» Thomas attrapa le sac du garçon et le vida par terre, éparpillant livres, cahiers et trousses sur le sol. Les autres élèves dans la cour regardaient, mais personne n'osait intervenir. Certains détournaient même le regard, préférant ignorer la scène. Elisabeth s'approcha calmement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alexandre se retourna, agacé. « Ça ne vous regarde pas, madame. Retournez à votre ménage. »« Je pense que ça me regarde. » répondit Elisabeth d'une voix posée mais ferme. « Ce jeune homme a besoin d'aide pour ramasser ses affaires. »« Et vous allez faire quoi ?» ricana Alexandre. « Nous dénoncer ? Allez-y, on verra bien qui on croira. » Elisabeth ne répondit pas. Elle s'agenouilla simplement et commença à ramasser les affaires du jeune garçon qui la regardait avec un mélange de surprise et de reconnaissance. Les 5 lycéens éclatèrent de rire. « Regardez-moi ça !» s'exclama Chloé. « La femme de ménage fait aussi le ramassage. C'est pathétique. »« Peut-être qu'on devrait la prendre en photo et la mettre sur Instagram, » suggéra Mathieu en sortant son téléphone. « Vieille femme pathétique. » Elisabeth termina de ramasser les affaires, les rendit au jeune garçon avec un sourire rassurant, puis se releva. Elle regarda Alexandre droit dans les yeux pendant un long moment, un regard si intense qu'il détourna finalement les yeux, mal à l'aise malgré son arrogance. « Vous devriez faire attention à la façon dont vous traitez les gens, » dit-elle calmement. « On ne sait jamais qui on pourrait offenser. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant le groupe éclater de rire dans son dos. Mais ce rire sonnait un peu faux, un peu forcé, comme si ses paroles avaient planté une graine d'incertitude. Le reste de la journée, Elisabeth continua ses observations. Elle assista à une réunion des enseignants, toujours sans révéler son identité. Elle écouta leurs plaintes sur le manque de discipline, sur certains élèves privilégiés qui semblaient intouchables à cause de leur connexion familiale. Elle nota les noms qui revenaient le plus souvent dans ces conversations: Beaumont, Dubois, Martin. Tous des enfants de personnalités influentes, tous habitués à l'impunité. En fin d'après-midi, elle croisa à nouveau le groupe d'Alexandre dans un couloir. Cette fois, ils discutaient de leurs projets pour le week-end, parlant de soirées, de voitures de luxe et de vacances. Quand ils la virent approcher, ils ne se donnèrent même pas la peine de baisser la voix. « Oh non, c'est encore la vieille », soupira Camille. « Elle nous suit ou quoi ? Peut-être qu'elle est amoureuse de moi », plaisanta Alexandre, provoquant l'hilarité du groupe. « Désolé, madame, mais vous n'êtes vraiment pas mon type. » Elisabeth passa à côté d'eux sans un mot, mais ses lèvres esquissèrent un sourire imperceptible. La leçon qu'elle s'apprêtait à leur donner serait d'autant plus percutante. Le lendemain matin était le jour de la rentrée officielle et toute l'école était convoquée dans le grand amphithéâtre pour la présentation de la nouvelle directrice. Les élèves et les enseignants s'installèrent progressivement, remplissant les gradins de bois. Alexandre et son groupe s'assirent au fond, continuant leur bavardage et leur plaisanterie.
Le proviseur adjoint, Monsieur Petit, un homme corpulent avec une calvitie naissante, monta sur l'estrade. Il tapa sur le microphone pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, chers élèves, chers professeurs », commença-t-il d'une voix solennelle, « c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui notre nouvelle directrice, qui vient prendre la tête de notre établissement prestigieux. » Dans les gradins, quelques murmures se firent entendre. Tout le monde était curieux de voir qui allait diriger le lycée Voltaire, réputé pour être l'un des établissements les plus exigeants de Paris. Notre nouvelle directrice apporte avec elle une expérience considérable et des références exceptionnelles, continua Monsieur Petit. Avant de venir ici, elle a redressé 3 établissements en difficulté, tous classés en zone d'éducation prioritaire. Elle a une réputation d'excellence et d'intégrité. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Elisabeth Moreau. La porte latérale de l'amphithéâtre s'ouvrit. Et c'est alors qu'Elisabeth Moreau entra, vêtue cette fois d'un tailleur noir élégant, ses cheveux impeccablement coiffés, portant l'écharpe tricolore des fonctionnaires de la République française. Elle monta sur l'estrade avec assurance, tandis qu'un silence stupéfait envahissait la salle. Dans les derniers rangs, Alexandre devint blanc comme un linge. Ses amis, bouche bée, échangeaient des regards horrifiés. La femme de ménage, qu'ils avaient moquée, insultée et humiliée pendant 2 jours, était en réalité la nouvelle directrice de leur lycée. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. Nous adorons connaître nos spectateurs du monde entier. Elisabeth prit le microphone avec un calme olympien. Son regard balaya l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur le groupe d'Alexandre au fond de la salle, avant de revenir au centre de l'amphithéâtre. Un sourire subtil effleurait ses lèvres, un sourire qui contenait à la fois de l'amusement et une détermination d'acier. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix claire et posée. « Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour commencer cette nouvelle année scolaire. Comme Monsieur Petit vous l'a dit, je m'appelle Elisabeth Moreau et je suis votre nouvelle directrice. » Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner dans le silence tendu de l'amphithéâtre. « J'ai une approche particulière de la direction d'un établissement scolaire, » continua-t-elle. « Je crois fermement qu'on ne peut pas diriger efficacement sans comprendre d'abord. Comprendre les dynamiques, les problèmes, les forces et les faiblesses. C'est pourquoi ces 2 derniers jours, j'ai choisi de me promener dans cet établissement de manière discrète. » Un murmure parcourut la salle. Certains enseignants se redressèrent sur leur siège, comprenant soudain qui était cette femme qu'ils avaient vue traîner dans les couloirs. Alexandre sentit son estomac se nouer. « J'ai beaucoup appris durant ces 2 jours, » poursuivit Elisabeth, ses yeux brillants d'une lueur particulière. « J'ai appris que ce lycée, malgré sa réputation prestigieuse, souffre de plusieurs problèmes sérieux. J'ai observé du harcèlement, de l'intimidation, un mépris flagrant pour le personnel et pour certains élèves. J'ai entendu des paroles déplacées, des insultes, et j'ai vu des comportements qui n'ont absolument pas leur place dans une institution éducative. » Le silence était maintenant absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Même les élèves les plus dissipés n'osaient plus bouger. « Mais j'ai aussi appris quelque chose de plus important, » continua Elisabeth. « J'ai appris que beaucoup d'entre vous, élèves et personnel enseignant, portaient des masques. Vous vous comportez différemment selon qui vous pensez observer. Vous traitez les gens différemment selon leur statut perçu. Et c'est exactement ce genre de comportement que je compte changer. » Elle fit quelques pas sur l'estrade, ses talons résonnant dans l'amphithéâtre silencieux. Dans cet établissement, il n'y aura désormais plus de hiérarchie sociale basée sur la richesse familiale ou les connexions. Il n'y aura pas d'élèves intouchables. Le respect sera la valeur fondamentale, et ce respect s'appliquera à tous sans exception. Élèves, enseignants, personnel administratif, agents d'entretien. Chaque personne dans cette école mérite la même dignité. Alexandre voulait disparaître sous son siège. Il sentait les regards des autres élèves se tourner vers lui et son groupe. Certains avaient l'air satisfaits,
d'autres simplement curieux de voir ce qui allait se passer. « À partir d'aujourd'hui, » déclara Elisabeth d'une voix ferme, « je mets en place plusieurs nouvelles règles. Premièrement, tout comportement de harcèlement ou d'intimidation sera sanctionné immédiatement et sévèrement, sans égard au statut familial de l'élève concerné. Deuxièmement, j'instaure un système de tutorat obligatoire où les élèves excellents aideront ceux en difficulté. L'éducation est un droit, pas un privilège. Troisièmement, tout manque de respect envers n'importe quel membre du personnel de cet établissement entraînera des sanctions disciplinaires. » Elle marqua une nouvelle pause, laissant ses paroles faire leur effet. « Je sais que certains d'entre vous ont des parents influents. Je sais que certains pensent être au-dessus des règles. Permettez-moi d'être très clair. Je me fiche complètement de qui sont vos parents. Dans cette école, vous serez jugé sur vos actions, votre comportement et votre travail. Point final. » Monsieur Petit, sur le côté de l'estrade, souriait discrètement. Il savait qu'Elisabeth Moreau ne faisait pas de promesses en l'air. Sa réputation la précédait. Là où elle était passée, les établissements avaient été transformés de fond en comble. « Maintenant, reprit Elisabeth, je voudrais partager avec vous une partie de mon parcours, pour que vous compreniez d'où je viens et pourquoi j'ai les valeurs que j'ai. » Elle ôta ses lunettes, les nettoya lentement, puis les remit, un geste qui semblait lui donner le temps de rassembler ses souvenirs. « Je ne suis pas né dans une famille privilégiée. Mon père était ouvrier dans une usine automobile, ma mère femme de ménage dans des bureaux. Nous vivions dans un petit appartement de 3 pièces à Montreuil, dans la banlieue parisienne. L'argent manquait souvent, mais mes parents avaient une conviction inébranlable. L'éducation était la clé de tout. Les élèves écoutaient maintenant avec attention. Cette histoire personnelle rendait leur nouvelle directrice soudainement plus humaine, plus accessible. J'ai étudié avec acharnement, pas parce que c'était facile, mais parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de tuteur privé, pas d'ordinateur dernier cri, pas de voyages linguistiques à l'étranger. J'avais des livres de la bibliothèque municipale et une détermination féroce. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien. Puis, j'ai intégré Sciences Po Paris grâce à une bourse. Elle fit quelques pas, ses mains jointes derrière le dos, le regard lointain comme si elle revoyait ses années difficiles. Pendant mes études, je continuais à travailler. Je donnais des cours particuliers le soir. Je travaillais dans des cafés le week-end. Je voyais autour de moi des étudiants qui avaient tout, qui ne se souciaient jamais d'argent, qui gaspillaient des opportunités que j'aurais tuées pour avoir. Et j'ai compris quelque chose d'important. Le privilège rend aveugle. Quand on a tout facilement, on ne voit pas la valeur des choses. On ne respecte pas les efforts des autres. Alexandre baissait maintenant les yeux, incapable de soutenir le regard d'Elisabeth même à distance. Après mes études, j'ai choisi de devenir enseignante. Pas pour l'argent, certainement pas. Mais parce que je voulais faire une différence. J'ai enseigné pendant 15 ans dans des établissements difficiles, des zones où la plupart des professeurs refusaient d'aller. J'ai vu des jeunes brillants gâcher leur potentiel à cause de la pauvreté, du manque d'opportunités, du découragement. Et j'ai décidé que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour changer ça. Elle se retourna pour faire face à l'Assemblée, son expression devenue plus douce, mais non moins déterminée. Ensuite, je suis devenue directrice. Mon premier poste était dans un collège classé en réseau d'éducation prioritaire renforcé. L'établissement était en ruine, les résultats catastrophiques, la violence quotidienne. On m'a dit que c'était une mission impossible. 3 ans plus tard, cet établissement avait les meilleurs résultats du département et un taux de violence réduit de 90%. Comment? En instaurant le respect, la discipline juste et en refusant d'abandonner un seul élève. Des applaudissements sporadiques commencèrent à se faire entendre dans l'amphithéâtre, principalement de la part des enseignants et de certains élèves qui semblaient inspirés par son discours. « Je suis ici, aujourd'hui », continua Elisabeth en élevant légèrement la voix, « non pas parce que le lycée Voltaire est en échec académique, vos résultats sont excellents, mais parce que la réussite académique sans valeurs humaines ne vaut rien.
Un établissement qui produit des élèves brillants mais arrogants, compétents mais sans compassion, intelligents mais méprisants, est un établissement qui échoue dans sa mission fondamentale. Elle laissa ces mots résonner un instant avant de reprendre. Mon objectif ici est simple. Faire de vous non seulement des étudiants brillants, mais aussi des êtres humains décents. Je veux que vous sortiez de cet établissement non seulement avec un excellent dossier académique, mais aussi avec du caractère, de l'empathie et un sens de la responsabilité sociale. Elisabeth fit signe à Monsieur Petit de la rejoindre sur l'estrade. Monsieur Petit va maintenant vous distribuer le nouveau règlement intérieur. Je vous conseille de le lire attentivement. Les changements entrent en vigueur immédiatement. Et pour ceux qui penseraient tester ma détermination, elle marqua une pause significative, son regard se posant brièvement sur le fond de la salle. Je vous assure que vous le regretterez. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. L'assemblée se termina dans un mélange de murmures excités et d'inquiétudes palpables. Alors que les élèves se levaient pour quitter l'amphithéâtre, Alexandre et son groupe restèrent assis, pétrifiés. Ils savaient que leur vie au lycée Voltaire venait de changer radicalement. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» chuchota Camille, sa voix tremblante. « Elle sait tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. »« On est foutus », murmura Thomas, la tête entre les mains. « Complètement foutus !» Alexandre, malgré sa peur, essayait de garder une façade de bravoure. « Mon père va s'en occuper. Il connaît le recteur, le maire. Elle ne peut pas nous toucher. » Mais sa voix manquait de conviction. Il avait vu quelque chose dans les yeux d'Elisabeth Moreau. Une détermination qui ne se laissait pas intimider par les connexions politiques ou l'argent. Pendant ce temps, dans son nouveau bureau, Elisabeth s'installait. C'était une pièce spacieuse avec de hautes fenêtres donnant sur la cour de l'école, meublée sobrement mais élégamment. Elle s'assit à son bureau et ouvrit un dossier qu'elle avait préparé. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées de ces 2 jours d'observation, avec des noms, des dates, des descriptions précises d'incidents. Un coup discret à la porte interrompit sa lecture. « Entrez !» dit-elle. La porte s'ouvrit sur une jeune femme dans la trentaine, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, portant un jean et un pull simple. Elle semblait nerveuse. « Madame la directrice, je m'appelle Sophie Martinet. Je suis professeur de français ici depuis 5 ans. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez dit ce matin. » Elisabeth lui fit signe de s'asseoir. « Merci, Madame Martinet, mais pourquoi me remercier spécifiquement ?» Sophie hésita, puis se lança. « Parce que depuis que je suis ici, j'ai essayé de signaler des problèmes de harcèlement, de comportement inapproprié. Mais l'ancien directeur, il ne voulait jamais agir. Il disait que ses élèves venaient de bonnes familles, qu'il ne fallait pas faire de vagues. J'ai vu des élèves brillants abandonner leurs études à cause du harcèlement. J'ai vu des enseignants se faire manquer de respect sans que rien ne soit fait. C'était décourageant. » Elisabeth hocha la tête avec compréhension. « Je connais bien cette dynamique. Le pouvoir et l'argent créent souvent une culture d'impunité. Mais cela s'arrête maintenant. Avez-vous des cas spécifiques à me signaler ?» Sophie sortit un petit carnet de son sac. « J'ai tout noté. Des incidents, des noms, des dates. Je me disais qu'un jour, quelqu'un s'en soucierait peut-être. » « Ce jour est arrivé, dit Elisabeth en prenant le carnet. Je vais étudier cela attentivement. Et Madame Martinet, si vous ou n'importe quel enseignant êtes témoin d'un comportement inapproprié, je veux que vous veniez me voir immédiatement. Plus de silence, plus de tolérance. » Sophie se leva, visiblement soulagée. « Merci, madame. Vraiment. » Après son départ, Elisabeth passa le reste de la matinée à examiner les notes de Sophie. Elle confirmait et complétait ses propres observations. Le nom d'Alexandre Beaumont revenait particulièrement souvent, ainsi que ceux de son groupe. Mais il y avait aussi d'autres noms, d'autres incidents. Le problème était systémique. L'après-midi même, Elisabeth convoqua Alexandre Beaumont dans son bureau. Le jeune homme arriva avec 30 minutes de retard, une tentative évidente de montrer son mépris. Mais quand il entra dans le bureau,
et vit l'expression d'Élisabeth, son arrogance vacilla. « Asseyez-vous, monsieur Beaumont », dit-elle d'une voix calme, mais qui n'admettait aucune réplique. Alexandre s'assit, essayant de paraître décontracté, les bras croisés. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» commença Élisabeth. « Ce n'était pas une question. »« Écoutez, » dit Alexandre, tentant de prendre l'initiative. « Si c'est à propos de ces 2 derniers jours, on ne savait pas qui vous étiez. C'était juste... » « Juste quoi ?» interrompit Élisabeth se penchant en avant. « Juste du harcèlement ordinaire, juste de l'intimidation de routine, juste du mépris habituel pour ceux que vous considérez comme inférieurs. » Alexandre ouvrit la bouche, puis la referma, ne sachant que dire. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, monsieur Beaumont, » continua Élisabeth. « Le fait que vous ne sachiez pas qui j'étais rend vos actions encore pires, pas meilleures. Cela montre que vous traitez réellement les gens de cette façon quand vous pensez pouvoir vous en tirer. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était votre vrai caractère qui s'exprimait. Mon père, commença Alexandre. Votre père n'est pas ici, coupa Élisabeth fermement. Et franchement, je me fiche de qui est votre père. Dans ce bureau, vous n'êtes qu'un élève qui a gravement violé le règlement de cet établissement. Elle ouvrit un dossier devant elle. J'ai ici une liste détaillée de vos comportements au cours des 2 dernières années. Harcèlement de plusieurs élèves, intimidation, extorsion pour obtenir que d'autres fassent vos devoirs, insultes envers le personnel, et j'en passe. Tout cela a été documenté mais jamais sanctionné. Cette époque est révolue. Alexandre pâlit. Qu'est-ce que vous allez faire? Voici ce qui va se passer, dit Élisabeth en énumérant sur ses doigts. Premièrement, vous allez présenter des excuses personnelles et écrites à chaque personne que vous avez harcelée ou insultée. Et je ne parle pas d'excuses vagues. Je veux des excuses spécifiques pour chaque incident. Deuxièmement, vous allez effectuer 50 heures de service communautaire dans cet établissement, ce qui inclura aider le personnel d'entretien, travailler à la bibliothèque et assister les élèves plus jeunes. Vous ne pouvez pas, protesta Alexandre. Si, je peux, répliqua Élisabeth calmement. Et ce n'est pas terminé. Troisièmement, vous allez participer à un programme de mentorat où vous aiderez les élèves en difficulté avec leurs études. Quatrièmement, tout nouveau comportement inapproprié de votre part entraînera une suspension immédiate, puis une expulsion si cela continue. Mon père va porter plainte, il va vous faire virer. Élisabeth se leva et contourna son bureau pour se tenir devant Alexandre. Votre père est libre d'essayer, mais laissez-moi vous dire